Média. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Bonjour Gilles Gansman. C'est la 800e. Ah bravo, vous m'avez fait peur. la 800e. On n'a même pas de gâteau cette fois-ci. Non, à la millième. À la millième. Allez, on est parti pour en route pour la millième. François Aubel, bonjour. Vous êtes rédacteur en chef au Figaro. Et ben voilà notre gâteau. Voilà, c'est François. Voilà. Notre moment sucré. On va revenir avec vous sur ce qui s'est passé au César. On est content de vous avoir ce matin. Vous avez publié cette semaine un article sur Corinne Maziero. On va revenir sur cette polémique et puis on va évoquer les programmes de la semaine avec nos coups de cœur, nos coups de gueule. Gilles, une question qui était un peu incontournable ce matin qui concerne... France 2, as-tu eu raison de faire une émission avec les étudiants? Non. On connaît la réponse, c'est non. Non, mais on peut le noter quand même. Ils sont arrivés, France 2 est arrivé hier, 13e des audiences. Je crois que c'est jamais arrivé dans toute la vie de France 2. Ils ont été battus par Chéri 25. Ouais. Mais il y avait quoi alors? Parce que les gens qui n'ont pas regardé, ils peuvent... L'idée, c'était de faire une posture en disant on va aider ces pauvres étudiants qui en effet sont dans des difficultés, mais c'était cette posture de dire on va les aider, on va leur donner des solutions, sachant que les jeunes ne regardent pas la télé et ils n'aiment pas la télé. Donc on savait que ça ne marcherait pas, que c'était le plateau était particulièrement froid. C'était une visite. Non, mais c'est à mon avis, c'est ça le péché originel, c'est de vouloir faire une émission dédiée à une classe d'âge qui ne regarde pas la télévision. Ouais. Et ça montre aussi, au-delà peut-être, une sorte de désolidarisation des générations. Ouais. Parce que on pouvait se dire que la génération sur le principe, des plus âgés c'était une bonne idée. Pourrait être intéressée pour justement voir comment se passe un petit peu la vie des étudiants, comment ils galèrent pour trouver des jobs. Voilà, sur le principe. Le principe. Oui, le principe c'était une bonne idée. Et vertueux, sauf que voilà. Faisons-le sur France 4, faisons-le sur une chaîne qui est déjà habituée à des jeunes, faisons-le présenté par des jeunes. Ou sur Twitch. Oui, ou sur Twitch. Sur Twitch. Mais en tout cas, faisons pas semblant nous vieux de savoir parler. Non, mais c'était diffusé en même temps sur Twitch. Alors j'espère que ce que j'espère, c'est qu'il va y avoir quand même des stages, des emplois à la clé, quoi, que ça va déboucher sur quelque chose. Ouais. Alors, en tout cas, ça n'a pas été beaucoup vu ni par les employeurs. La question du jour, elle est la réponse aussi, elle est un peu, on peut la deviner. Avez-vous compris les annonces du Premier ministre? C'est la question que vous pose sur le compte Twitter. C'est vrai que c'était un peu incompréhensible. Oui à 10%, non à 90%. Alors, on a déjà beaucoup de votes. Nos auditeurs s'expriment beaucoup. Vous pouvez aller voir les tweets de nos auditeurs. Bonjour, le jeudi et le mercredi, c'est le jour de l'apéro de 18h à 20h. Pas le temps de l'écouter. À telle date, tel commerce, dans tel lieu, revoir, merci. Puis il dit au moins il est crédible et moins le français l'écoute. C'est Alain Parison qui nous dit ça. Ils sont nombreux sur Twitter, évidemment, à parler de ça. Jean Moundir, qui est très drôle sur Twitter, dit j'ai mieux compris Mulholland Drive que cette conférence de presse. Il y a énormément de choses, beaucoup de choses très très drôles. Et puis moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est Gabriel Attal ce matin qui dit tout ce qu'on peut faire dehors, on doit le faire dehors. Voilà. Absolument. Voilà. Mais Marie Fugain a répondu moi j'ai un lavoir près de chez moi, je crois que je vais aller laver ma lessive dehors. Donc je ne sais pas. On va en reparler évidemment tout à l'heure. Le zapping. Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping. Alors Valérie Devinette qui a parlé hier, qui était très content de lui. D'après vous? Premier ministre. Eh non, c'est Joe Biden qui a dit... il y avait un piège. Joe Biden qui a dit qu'au bout de 100 jours, il aurait vacciné plus de 100 millions de personnes. Ça fait 58 jours, on y est. Il a vacciné 100 millions de personnes en 58 jours. I'm proud to announce that tomorrow, 58 days into our administration, we will have met my goal of administering 100 million shots to our fellow Americans. Incroyable quand même, puisqu'on parle de vaccination quand on compare. Hier, dans Touche pas à mon poste, colère du docteur Ludovic Toro, qui est aussi président de la commission santé du Grand Paris, après les annonces du Premier ministre. C'était donc dans Touche pas à mon poste. Alors j'ai entendu le Premier ministre qui disait regardez à côté, ça marche pas. Il faut qu'il regarde bien à côté, d'accord? Je vais faire regarder la Grande-Bretagne, d'accord? Je vais faire regarder le Danemark et Israël. L'Espagne. Confinement plus vaccination, arrête fin de la pandémie. Aujourd'hui, on nous amène à la vaccination et j'ai entendu M. Castex qui me disait demain les généralistes vont vacciner. Il va falloir qu'il m'appelle parce que je vais lui expliquer que j'ai aucun vaccin et rien de disponible et on peut même pas passer de commande pour la semaine prochaine. Voilà la réalité de terrain qui est trop différente par rapport aux propos du Premier ministre aujourd'hui. Et oui, confirmé par les médecins actuellement, ils ne peuvent pas passer commande pour la semaine prochaine. Alors, un moment hors du temps hier, c'était dans C'est à vous sur France 5. Raphaël Glucksmann parlait du fiasco de l'Europe dans la crise sanitaire. Et Aurore Berger, vous allez voir, qui est de La République En Marche, a pris la parole.
Quand on rate un pari, il y a plusieurs vaccins, on arrive et on dit on a raté. Et c'est pas du tout ça ce qui se passe là. Nous, ce qu'on nous donne comme information à l'échelle européenne, c'est pitoyable. Les contrats passés, ils sont tous masqués et la réalité, c'est qu'il y a absolument zéro transparence parce qu'il y a eu un énorme fiasco. Moi, je pense que je peux prendre le pari que la prochaine polémique qu'on aura au mois de juillet, c'est de dire la France a commandé trop de vaccins. Eh oui, nous on a commandé trop. C'est bien, c'est formidable. Mais vous vous rendez pas compte, oh là là. On va faire un bêtisier avec tout ce que dit Berger. Enfin, il n'y a pas qu'elle. Hein, quand même, elle en dit beaucoup. Hein. Mais oui, c'est ce que fait Quotidien un peu tous les soirs, de revenir sur ce qui a été dit il y a un an. J'ai ça dans un son, vous allez avoir ça. Ouais. Mais attention, on a commandé trop de vaccins. Bondé de vrais clusters sur rail, les Franciliens fuient pour aller en Bretagne. Finalement, le reportage de France 3 Bretagne était prémonitoire. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux cette semaine. C'était un reportage dans lequel il y avait des touristes parisiens qui avaient le masque sous le nez et qui étaient désinvoltes. Et vous allez voir, colère d'une mamie bretonne. Voilà, on est tous les deux là. On est à distance par rapport à tout le monde. Donc, nous, on n'est pas résidents ici. Donc, on est de passage. C'est lamentable. C'est-à-dire, madame? On sait qu'il y a un cluster à Lannion. J'ai vu les dispositions du préfet. Ici, c'est normal, c'est d'hier. Il n'y a pas encore les distances. Mais qu'on ne puisse pas être raisonnable et mettre sur son nez, je trouve ça lamentable. Vous avez vu, je crois que chez France 3 Bretagne, ils n'ont pas d'ingénieur du son. Hein. Ça, ils ont oublié, ils n'ont pas de mixeur non plus. Enfin bref, en tout cas, il va s'en donner à cœur joie, hein, le variant breton. Attention, les Français arrivent, le variant breton va être content. Alors finissons par une blague, 40 bars, c'est vendredi, c'est la 800e, on fait ça. Hier, Quotidien a ressorti cette formidable archive, vraiment, ils sont très forts à Quotidien, sur Castaner aux 20h de TF1, c'était le 18 mars 2020. La palme de la connerie est attribuée à ce bijou. Pourquoi l'attestation doit-elle être obligatoirement sur papier? Est-ce que vous allez autoriser des laissez-passer que l'on pourrait télécharger très simplement sur nos téléphones portables? Non, et pour plusieurs raisons. La première, c'est que le téléphone peut être porteur du virus. Et donc, il convient aussi d'éviter de le manipuler. Je ne veux pas exposer les policiers ou les gendarmes à cela. Et ben voilà. C'était il y a à peine un an. Hein. C'est dommage que vous n'ayez pas le son de Biden, de l'échange Biden-Poutine. Mais si, j'ai aussi, mais vous m'autorisez qu'à 5 sons. Voilà. Mais donc Joe Biden qui a traité Poutine d'assassin, et la réponse de Poutine, formidable, lui répond c'est celui qu'il dit qu'il l'est. Voilà, gna gna gna. Mais il a dit que c'était pas qu'une réflexion d'enfant et que fallait faire attention. Qu'il y avait un sens caché à la phrase. C'est la guerre froide. Guerre froide, absolument. Allez, on marque une petite pause et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi le vendredi, le club de la presse média avec François Obel, rédacteur en chef du Figaro. Alors on va revenir sur les Césars avec vous. On en a beaucoup parlé lundi, mais c'est vrai qu'il y a eu des rebondissements dans la semaine. Beaucoup de gens avec Corinne Maziero qui a réagi. Vous avez écrit un papier qui était un portrait de Corinne Maziero. Et donc, c'est cette soirée. Non, mais ce qui est fou, c'est que ce soir, ça fera une semaine que les Césars sont passés et tous les jours on continue à en parler. Ouais, absolument. Hier il y avait José Dayan, C'est à vous, qui défendait Corinne Maziero. Il y a le fils, je ne sais pas si vous avez vu, le fils d'Anémone, qui n'a pas compris que la troupe du Splendide n'ait pas rendu hommage à sa mère. C'est vrai. Mais bon, on aurait pu imaginer que Marina Foïs, la maîtresse de cérémonie, elle fasse un petit message à l'attention de... Et ni à Dominique Lavanant d'ailleurs. Ni à Dominique Lavanant, mais elle était trop occupée à faire des blagues scatologiques ou à faire dire à Nathalie Baye qu'elle était une mère d'eux. Voilà, non, tout ça c'était un vrai naufrage. Et puis Gilles, un de nos auditeurs, dit personne ne parle non plus de la prise de parole du jeune espoir masculin qui a apporté son soutien à Adama Traoré, qui est décédé, mais qui malgré tout a été condamné d'une certaine manière parce qu'il est accusé d'avoir violé son codétenu. Donc voilà, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la nudité de Corinne Maziero, mais il y a eu d'autres prises de parole qui ont pu choquer. Ah non, mais c'était un naufrage. Et la sidération vient surtout du fait que, après la cérémonie de l'an passé, avec les polémiques autour de Polanski, d'Adèle Haenel, on pensait qu'on aurait droit à un peu de légèreté. Et alors là, ça a été effectivement la convergence des luttes intersectionnelles, comme on dit aujourd'hui. Tout le monde est allé de son combat. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à la différence de l'année dernière, c'est qu'il n'y avait aucun magnéto.
C'est-à-dire qu'on avait eu Isabelle Adjani qui s'était... oui, il y avait des sketchs. Il y avait des sketchs, oui, ce que j'appelle des magnétos en termes de métier, c'est des sketchs, des détournements, des choses qui ponctuaient la soirée pour faire rire ou des touches d'humour. Là, rien du tout. Pas d'extrait, pas de... Alors, Corinne Maziero, elle dit quand même, grâce à moi, on en parle. Alors, est-ce qu'on parle vraiment des intermittents ou est-ce qu'on parle plus de sa nudité et du mauvais goût pour certains de ce qui a été fait? De la manière dont elle a pris en otage la cérémonie, puisqu'elle a, d'ailleurs, il faut quand même le rappeler, elle a prévenu personne qu'elle allait se mettre à poil. Donc, elle a prévenu personne, elle s'est mise nue. C'est pas tant la nudité, en plus, parce que c'est pas d'une grande originalité. En 2005, c'est Sébastien Thierry. Sébastien Thierry, pour une pièce de théâtre au Molière. Au Molière, qui a interpellé, c'était pas en 2005, c'était en 2015. Oui, parce qu'il jouait une pièce qui s'appelait Deux hommes nus. Voilà, et qui interpellait Fleur Pellerin à poil. Voilà, mais c'était drôle, il y avait de l'humour, il y avait un second degré. Et c'était lié aussi à la pièce de théâtre, puisque le début de la pièce, c'est deux hommes qui se retrouvaient nus dans un lit avec on l'écoute, c'est Corinne Maziero, puisqu'elle a réagi cette semaine à la polémique de Mediapart. Qu'une meuf de mon âge se fout à walper sans être rafistolée, avec les miches qui tombent et puis la cellulite, le ventre comme ça et les ins qui font comme ça, pas épilé, rien du tout. Oh, mon Dieu, ça révèle beaucoup de choses, non? On est bien dans une société patriarcale et sexiste. Moi, ma force, c'est d'être moche, populaire et vulgaire, parce que vulgaire, c'est qui vient du peuple. Et donc, si ça gêne des gens, posez-vous la question pourquoi ça vous gêne, messieurs, dames. Alors, il y a eu beaucoup de réactions à ça. Le peuple, il n'est pas moche, il n'est pas vulgaire, c'est assez méprisant. Ouais. Et puis, c'est pas tellement son corps qui gêne. Je pense que c'était l'ensemble, les tampacs sur les oreilles. Enfin, c'était le manque de second degré de ça. Le sang, le message. En fait, le problème de Maziero, on l'a déjà évoqué ici, c'est qu'elle est complètement enfermée dans son rôle militant. En fait, je pense que pour reprendre une formule qui a fait Flores, qui était attribuée à Polanski, est-ce qu'on peut, on se demande si on peut séparer la femme de l'artiste chez Maziero. Et là, le problème, c'est qu'elle a des convictions, c'est très bien, mais ça ne lui donne pas le droit de prendre en otage les Césars. Et voilà, je sais que la direction de Canal+ est très très mécontente de la tournure des choses. Ils sont vraiment de la tournure et puis surtout de l'accueil de la cérémonie, parce que la cérémonie s'est fait. Non seulement ils ont fait des très mauvaises audiences, les pires depuis 10 ans, mais elle s'est fait assassiner partout, vraiment de manière unanime. Oui, droite, gauche, tout confondu. Y a pas et puis il faut pas oublier que la chaîne Canal+ finance le cinéma, donc c'est pas non plus son intérêt qu'il y ait un dégoût ou des gens qui ne veulent plus aussi aller voir ces comédiens au cinéma. C'est eux qui financent les films. C'était ça aussi, c'était ça qui était incroyable, c'est qu'on critiquait le gouvernement. J'ai passé moi un extrait dans mon zapping lundi où il y a plus d'1 milliard qui a été versé aux gens et aux intermittents, que il y a également le cinéma qui est surfinancé par Canal+. C'est-à-dire qu'on râlait sur une chaîne qui finance presque 60% du cinéma. Et qui avait déjà, avant même que l'Académie des Césars fasse sa révolution, qui avait déjà un problème avec cette cérémonie, qui avait déjà pensé à l'annuler, qui avait déjà pensé, qui ne savait pas quoi faire de cette cérémonie, qui avait un gros problème. J'en parlais avec Alain Terzian avant qu'il soit débarqué des Césars, ou qu'il quitte les Césars, et il avait un problème constamment avec Canal+, qui mettait de moins en moins d'argent sur la cérémonie. Donc c'était vraiment déjà problématique. Là, comment l'Académie des Césars, qui est en pleine révolution, qui essaye de faire la parité, qui essaye d'ouvrir un petit peu ses votants, comment ils vont se sortir de cette embûche ? Oui. Et qui va pouvoir qui va relever le défi d'aller présenter demain. Mais il y avait un mauvais cocktail, parce que c'était quand il y a eu Édouard Baird, quand il y a eu Valérie Lemercier, je pense qu'il y avait une certaine élégance peut-être dans l'humour qui était. Même Valérie Lemercier, elle n'a pas été très 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 chic. Pourtant, je l'adore. Mais c'est-à-dire que c'était l'ensemble de la soirée c'était les textes écrits par Blanche Gardin et Laurent Lafitte qui étaient très 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 nuls. Ou qui étaient adaptés à des sketchs peut-être fait par Blanche Gardin, mais peut-être pas dans une cérémonie comme celle-là. Un côté militant, mais en tout cas, moi j'ai vu des jolies choses en disant, il y a une personne qui a écrit, qui disait qu'elle vivait en banlieue, et justement qu'ils étaient habitués à faire attention quand ils sortaient, même quand il était enfant et qu'ils n'avaient pas d'argent, sa mère faisait attention à bien s'habiller, et que c'était l'anti-vulgarité, que justement, quand on vient du peuple et quand on est pauvre, on fait attention à l'image qu'on peut donner quand on sort, quand on va, et je trouvais ça juste
juste de dire ça que on se revendique pas vulgaire et populaire, et qu'on peut être du peuple et justement faire attention à avoir des manières, à faire attention. Et il y avait 2-3 tweets comme ça qui étaient assez jolis en disant, moi quand j'étais enfant, mon père voulait surtout pas montrer qu'on venait du peuple et qu'on faisait très attention à comment on se comportait à l'école ou autre. Et justement, on redoublait de nos bonnes manières, entre guillemets. Non, puis en plus, ça a totalement occulté l'émotion sincère et les mots de Samy Bougela, de Laure Calamy, même ceux de Fanny Ardant, qui a un peu relevé le niveau, mais on avait l'impression qu'elle aussi, elle dansait sur le pont du Titanic. Oui, et puis Vincent de Dienne qui cite Hitler. Allez, bon, on a fermé le banc, on a dit ce qu'il y avait à dire. Coup de cœur. Non, on peut juste rajouter que Capitaine Marlowe arrive en face de Koh-Lanta ce soir. Et donc ça va être très intéressant. Pas ce soir. Non, pas ce soir. Mais dans 15 jours. Ouais. C'est dans 15 jours. Oui, c'est début avril. Le 2 avril, je crois. Ouais. Et on va regarder quelle audience et quelle incidence va avoir non parce seulement que Capitaine Marlowe fait 6-7 millions à chaque fois. 7 millions. Donc, entre 6,5 et 7,5. Donc on va voir s'il y a un impact. Moi, j'ai pas du tout compris pourquoi ils font passer Capitaine Marlowe de la 3 à la 2. Alors si, j'ai compris. C'est Stéphane Sibon-Gomez qui dit, le patron de l'antenne, qui dit que parce que Marlowe n'est pas assez ancré dans un territoire, il peut l'habiller comme il veut, il veut récupérer cette audience. Sauf que je ne pense pas que France 2 et France 3 aient le même public. C'est pas le même public. Et je suis pas le même réflexe. On verra. On verra, ça va être intéressant. Vous reviendrez dans 3 semaines pour faire le point. Coup de cœur pour vous, François Aubel. Alors, moi, c'est la saison 11 de Top Chef. Je la trouve formidable. C'est top. Franchement, je trouvais qu'ils en faisaient trop dans la promotion au début, sur la créativité à tout va. Et puis franchement, là, ils nous ont pas menti sur la marchandise. L'épreuve de mercredi soir, où il fallait inventer une cuisson originale, j'ai trouvé que les candidats étaient vraiment formidables. J'ai trouvé qu'ils arrivent à mettre une dramaturgie. J'ai trouvé que vous avez reçu Paul Perret cette semaine. Oui. Et je trouve que sa personnalité se révèle dans l'émission. Et franchement, très bonne saison. C'est une très très bonne saison. Et je trouve qu'ils réussissent à se renouveler avec des petites choses. Ça a l'air de rien, mais à chaque fois, franchement, là, je suis épaté par ce que je vois. Moi aussi, j'aime beaucoup Top Chef. Gilles, vous avez un coup de cœur ? Oui, j'ai un coup de cœur. Est-ce que j'ai un coup de cœur ? Comment Pékin Express a dû s'adapter au Covid et a tourné en Espagne ? C'est la même chose. Oui, c'est la même chose que Top Chef. M6 est vraiment très fort sur ses primes en ce moment. Et Pékin Express a su, on avait reçu Stéphane Rothenberg, a su, moi j'ai vu, donc ce mercredi a été diffusé pour la première fois un épisode en Europe, en Grèce. On pouvait se demander ce que ça allait donner, parce que c'est moins dépaysant que les pays asiatiques ou la Russie ou les endroits où ils ont été. Et ben là, c'était vraiment dépaysant. On voyait comment les gens avaient du mal à accueillir, comment l'Europe est vraiment différente. En plus, ils avaient des masques et autres. Et moi, je trouve que c'est un tour de force de M6 de réussir à adapter ses programmes. Et en Grèce, c'était très rigolo. Il y a un couple qui s'est bourré à l'ouzo. Enfin, c'était vraiment très très bien. Donc, coup de gueule pour vous, François Aubel ? C'est pas un coup de gueule. C'est une remarque et une question. Vous allez en faire un papier cette semaine. Demain dans le Figaro, on s'interroge sur pourquoi TF1 n'arrive pas à faire de création originale. Sur les 30 séries nouvelles là, qui vont sortir en 2021-2022, un gros tiers est consacré des adaptations, des transpositions. Puis là, en ce moment, on a un tiers groupé avec Je te promets, Gloria qui a fait des très bonnes audiences hier. 6,7 millions. Et puis, à venir lundi soir, Un homme d'honneur avec Cadmerade et Gérard Depardieu, qui est finalement ce qu'on veut dire à l'adaptation, c'est que ça a été dans d'autres pays en fait. C'était une série qui existait, c'est ça, Your Honor. Ouais, c'était Your Honor qui a été donc créé en Israël, adapté aux États-Unis et qui est réadapté en France. Alors on s'est demandé pourquoi ils avaient comme ça cette... Et pourquoi ? Parce qu'il y a suffisamment de scénaristes, de gens qui ont des idées aujourd'hui pour faire des créations originales. Parce qu'on est à l'heure de la PIC TV, et il faut de la PIC TV. C'est comment nourrir de plus en plus les grilles et comment nourrir cet emballement de séries, de production. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut aller vite, il faut produire beaucoup, et ça va plus vite parce qu'ils n'ont pas d'arche narrative à construire. Et puis c'est beaucoup plus facile pour les chaînes d'aller, avec une série déjà faite, d'aller convaincre les acteurs
comme là, Depardieu, comme Cadmerade. Ils savent où ils sont. On les convainc beaucoup plus facilement. Voilà, c'est ce que regarde, tu verras, c'est ce rôle-là que tu vas jouer. Et c'est bizarre parce que c'est les mêmes méthodes que dans le divertissement. C'est-à-dire qu'on n'a plus de divertissements qui sont créés. On achète des formats, on les adapte. Et là, c'est la même chose parce que ce qu'il y a aussi, c'est qu'ils ont les structures d'audience. Ils savent quelle série a performé dans tel pays, que la ménagère a bien fonctionné. Et c'est une manière de ne pas prendre de risques. Bah oui, ils prennent pas de risques. Et le problème aussi sur TF1, là, pour certaines séries, notamment Your Honor, enfin Un homme d'honneur, c'est qu'ils aseptisent. Par exemple, la scène initiale, elle est très forte dans la série israélienne, très forte dans la série américaine. Elle est à la sauce TF1 dans la série française. Voilà. Bon, bah j'aurais pas le temps de mon coup de gueule. C'est pas grave. Pour Maurice Sacco, je suis désolée, c'est un jeune chef talentueux, mais c'est pas un animateur de télé. C'est une émission qui est sur France 3, qui doit coûter une blinde parce qu'on transporte une cuisine d'un endroit à un autre. Et puis surtout, ce sont des recettes infaisables. Moi, qui suis une dingue de cuisine, genre quand on me dit prenez une feuille de bananier, du vinaigre de prune et du yuzu, bah j'ai pas ça dans ma cuisine. C'est très long. C'est très long. C'est hyper long, c'est pas monté, c'est mal monté. Pas de feuille de bananier. Non, j'ai pas de feuille de bananier chez moi. Et voilà, il faut peut-être s'y mettre, mais je trouve cette émission sans intérêt. Voilà, c'était mon coup de gueule. Non, vous avez raison, et surtout alors, ça marche pas. Si, ça marche pas mal quand même. 6% de part de marché, ça marche super. Non, ça marche plus que tout le sport, que l'émission qui était avant. Allez. Bon, bah c'est tout, c'est fini. Merci à tous les deux. Et dans un instant, ce sont les livres avec Gérard Collard.